Je suis désolée, j'ai tout dit, on peut refaire. On voit pas les mêmes règles. Je vais sauter du pont. Je saute du pont. Voilà, chaque pont ça crie. C'est parti, c'est parti. Et ouais les frérots, les frérottes. Suite à la vidéo sur les impôts, j'ai été menacé par les narcotrafiquants. Est-ce que j'ai le droit de dire que je connais des gens qui sont dans le crime? Bon, je sais pas. Mais c'est pas mes amis, voilà. C'est pas mes amis. Maintenant qu'on est protégé de la loi, bon, je vous rassure tout de suite, l'État ne met pas assez de moyens pour vous choper. Donc vous avez encore de beaux jours devant vous. Bon, à part des projets de loi pour aller sur votre portefeuille, les gars, vous êtes tranquilles. C'est un objectif de communication politique, point barre. Donc avant de parler du narcotrafic, on va se poser des questions déjà sur la drogue. Et bon, on sait tout ce que c'est déjà une gueule de route, tu vois, je vais pas te prendre pour un golemont à faire. Quelle est la définition d'une drogue? Ah, on s'en bat les couilles. Ça y est, je vais pas te prendre pour un demi-lard, mon frérot. Donc j'aimerais déjà qu'on se demande quelle est la motivation des gens à se droguer, à s'enivrer. Mais donc c'est des questions super vastes en vrai. Surtout qu'au final, ça va dépendre de ce qu'on met dans le mot drogue ou produit addictif. Genre l'alcool, le sucre, la cigarette et même d'autres formes d'addiction. Genre les jeux d'argent, les jeux vidéo ou même le fil TikTok. Donc tout le monde se drogue évidemment et ça n'a pas le même impact. Donc commencez pas à casser les couilles. Mais même les animaux se défoncent en vrai. Mais je pense pas me tromper en me disant que ça existe depuis aussi longtemps que l'humain existe. Et même de manière anthropologique, dans l'histoire, les motivations à se droguer, à se défoncer, mec, elles ont changé. Et on pouvait se droguer pas seulement à but de plaisir, à but récréatif, mais aussi par religion, par rituel. Les chamans, par exemple, tous les genres de prêtres qui s'envoyaient des machins là. Mais pas que en vrai, aussi le citoyen lambda. Et eux pensaient avec les psychotropes atteindre d'autres niveaux de conscience. Et au cours de notre histoire, les motivations, elles changent ou elles s'ajoutent. Il y a de l'évolution dans les pratiques. Et pour un exemple actuel, il y a bien des gens qui se droguent pour échapper à la société actuelle, pour supporter leur travail ou le quotidien. Donc ça va du serveur qui s'alcoolise et qui se met de la coke dans le nez pour supporter le rythme ou pour rendre plus agréable son service, mais aussi de l'infirmière, du chauffeur routier, etc., etc. En fait, ça touche énormément de métiers et en fait toute la société. Car le problème, c'est peut-être pas la com. C'est peut-être tous ces tafs ou le travail en général qui rend malheureux, anxieux et mène à la drogue. Et est-ce que finalement on n'a pas chacun développé une addiction pour se libérer un peu de ses anxiétés? Une société qui est anxiogène fabrique du mal-être et donc peut-être de l'addiction, non? Et là tu pourrais commencer à te dire pourquoi il est en cosplay de Golemont. Mais bon, ça on s'en fout. Et c'est surtout que là, comme je l'ai dit avant, tu peux commencer à te dire ça va dépendre aussi de ce qu'on va considérer comme une drogue ou non, légale ou non, eh bien ça va dépendre de la morale de la société dans laquelle on vit et de ce que le pouvoir décide de nous interdire. Et c'est pareil pour le trafic de stupéfiants. Le narcotrafic, c'est de la contrebande, au même titre que le pétrole est considéré comme une contrebande quand c'est l'Iran qui le vend. La contrebande, ça existe depuis aussi longtemps qu'on interdit des trucs. Bon, évidemment, pas à la même échelle, parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens techniques. On n'avait pas d'avion, pas de super cargo à l'époque. Et voilà, à l'époque, c'est le mot, à l'époque. Ça va nous permettre de parler rapidement de l'histoire de la drogue et du pouvoir. Et ouais, qu'est-ce que t'as cru? Bien sûr qu'on va parler des puissants. Voilà, on va encore parler des riches, mon salaud. Fumier, va. Bon, le con, il a cru qu'on allait arrêter. Ah, c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes. Et juste avant ça, je voulais dire que j'avais pré-shot dans la vidéo précédente. Voilà. Bayrou! Macron! Something's coming. We are in grave danger from the communists. Our freedom, our very way of life is at risk. Our plan to strike... Duty as director. Keep the bureau safe. Voilà, en dictateur pour parler d'histoire, des liens entre drogue et pouvoir. Puis ça me fait plaisir. Et puis, ta gueule, c'est mon snap. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'usage des drogues, ça existe depuis pas mal de temps. Donc on va essayer de parler des racines du narcotrafic moderne. Que ce soit les roast beef avec l'opium via la Compagnie des Indes, qui faisait ça pour réduire leur coût d'achat en Asie au XVIIIe siècle, les gringos avec la zipette, le crack et la CIA dans les années 80-90 pour financer la lutte contre des mouvements de gauche en Amérique latine. Là, la longue phrase, j'ai crevé. D'ailleurs, je mettrai des extraits de la série Snowfall, dont c'est le sujet principal. Mais ce qui n'est pas dit dans la série, c'est que les contras que la CIA aide, c'est des gigas droitards. Mais bref, ici, on va parler de ceux dont on évite de parler généralement, nos petits Français et leur responsabilité avec l'héroïne et l'opium. Et oui, on dira les petits Français parce que, apparemment, dire guerre, maintenant, c'est une insulte. Hein? C'est devenu une insulte. Hein, Miss Gueros, mais Big Guerre. Et bref, ça c'est quelques exemples. J'aurais pu parler des Kennedy à l'époque de la prohibition de l'alcool aux USA. Mais bon voilà, ce que je veux dire c'est que c'est pas un problème d'utiliser des objets de contrebande pour se faire du fric quand t'es du bon côté de la barrière.
Et est-ce qu'il faut rappeler que la banque HSBC s'est créée grâce au commerce de l'opium et existe toujours? Si de nos jours, il y a encore des héritiers qui profitent de la fortune de l'esclavage, où sont ceux de la drogue? Mais surtout en France, on a eu un président qui a été narcotrafiquant d'opium. Il a même son nom sur une avenue. Il a même été reconnu par le général de Gaulle comme l'un des meilleurs proconsuls. Paul Doumer, je sais plus comment on prononce, Doumer, le boy quand il était gouverneur de la colonie en Indochine, il a permis à la colonie de prospérer grâce à la vente d'opium. Il a bicrave à mort le type, il a bicrave à mort. Et c'est le cas de le dire. Ah oui, et ceux qui diraient ouais, mais à l'époque c'était pas pareil. Ok mon fumier, toi t'es un bon suceur, hein. Mais mon vieux, ils étaient au courant des effets de l'opium. À ce moment-là, ça fait 3000 ans qu'on connaît l'opium. Et là, c'était pas pour l'utiliser dans des médicaments. D'ailleurs, officieusement, la France continuait à écouler l'opium en Chine, malgré les interdictions en Europe. Parce que finalement, vendre des noirs, c'est pas si grave. Alors droguer des jaunes, putain, je fais bien le colon. Je crois que c'est ça d'être métis, hein. Et comme ça se voit que t'es quelqu'un qui doute, et t'as raison, hein. Qui ferait confiance à ce visage finalement? Qui? J'ai la vidéo, j'ai les preuves. Bah oui, les frères Lumière, ils ont filmé des Fonds-D en 1899. Théma comment le Shingi s'envoie. Voilà, il y a les preuves. Il y a les preuves. Et donc là, tu sais que t'es en train de droguer une population. Et tu sais que t'es en train de leur faire de la dé. Donc bon, la morale, envoie l'opium, frérot. Envoie l'opium. Et au-delà de ramener du fric, le narcotrafic permet beaucoup d'opportunités aux puissances. Même en dehors de la corruption, comme par exemple avec des travailleurs plus dociles. Et même la possibilité de faire des pactes avec des criminels et de sélectionner les plus malléables et coopératifs d'entre eux, comme Franklin, dans la série Snowfall, qui comprend bien où sont ses intérêts et ceux de la CIA. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la France. Donc utilisons des exemples français. En 1921, dans la concession française de Shanghai, pendant que les communistes chinois prenaient du territoire, il y avait un traficanté qui s'appelait Du Yucheng. Et par peur, la France est alliée avec lui. Il y a un consul de France qui va négocier ce qu'on va bientôt appeler le pacte avec le diable. Les Français demandent à Du Yucheng de faire régner l'ordre dans la concession. En échange, le trafiquant pourra prendre le contrôle de toutes les fumeries illégales du quartier. Et du coup, il n'y a pas de grève dans la concession française. Tout est calme. D'ailleurs, cette photo, je sais pas s'il la montre encore à l'école, où on voit un mec qui se fait éteindre, ou je sais pas si c'était à l'école que je l'ai vu, mais bon. Et bah, cette photo, c'est un peu grâce à Liu Cheng, qui a appuyé Chiang Kai-shek, mais on dit moins souvent que c'est la France qui a appuyé ce mec-là, et que le coup de boost donné par la France a servi de tremplin à sa triade. Et si ça suffit pas de convaincre, un autre exemple bien français et bien en France, c'est tout ce qui s'est passé avec le SAC, lorsque la droite française faisait des grosses alliances avec des racailles. Et peut-être que ça continue, peut-être que ça continue. Pour tous ceux que ça intéresse, l'extrait que je vais mettre, il vient du reportage Les gangsters et la République. D'ailleurs, si vous connaissez des mecs comme Zemmour en mode « Ah, de Gaulle !» et ben il faut leur montrer ce reportage. Il me faut le concours de ceux qui servent la République. La 5e République vient de naître, et le SAC devient une milice au service du pouvoir en place. Les bandits qui ont accepté d'entrer dans ce service héritent d'une carte de membres bleu, blanc, rouge, synonyme de sauf-conduit. Il nous arrivait fréquemment d'arrêter des beaux petits voyous de banlieue, et qui avaient cette carte, et qui bien souvent sortaient plus vite que l'auteur de l'arrestation que le pouvait être parfois, pour rédiger tous les rapports, parce qu'il y avait intervention d'en haut pour le relaxer immédiatement. Et pour revenir à notre Paul Chéry, les flux commerciaux à travers les pays que sa politique engendra en Indochine, ils serviront de racine à la French Connection plus tard. En fait, elle n'a rien inventé. Elle a juste repris des routes déjà tracées. Donc vous voyez un peu comment tout s'interconnecte. Le petit trafiquant contrebandier, tu penses vraiment qu'il a la possibilité de créer un énorme marché de lui-même à cette époque? Il ne fait que répondre à la demande. Il réagit à la demande, vous voyez? Il lui fallait un peu d'huile pour que le moteur tourne. Et cette huile, c'est le pouvoir. Et à votre avis, qui à chaque fois a ouvert les voies des marchés internationaux de la drogue? C'est toujours les mêmes, c'est les puissances occidentales. Car oui, les trafiquants, ça a toujours existé. Mais vous pensez qu'ils avaient les moyens d'ouvrir les flux internationaux, d'ouvrir des marchés à l'étranger, d'inonder les rues, de créer de nouveaux clients? Pour ça, faut des bateaux, faut des avions, faut former des chimistes. Et il n'y a pas des Heisenberg comme ça dans la forêt en fin fond de la Colombie. Il y a bien un mec qui a donné la recette. Car il faut bien retenir que la cocaïne et l'héroïne, ça a été créé en laboratoire. Ces stupéfiants, ils ont émergé en tant que médocs et stimulants, avec un big marketing, avec des pubs partout. Et c'est seulement quand ça devient un problème de santé publique qui se propage à l'ensemble de la population et pas seulement aux pauvres, mais quand ça risque aussi de perturber la production des riches, et donc la rentabilité aux États, que le pouvoir interdit
une drogue. Et c'est là que le contrebandier rentre dans la danse du narcotrafic pour répondre à la demande en manque. Et est-ce que je suis vraiment surpris que des drogues dont la formule a été créée par l'industrie pharmaceutique aient un tel succès? Bref, on voit bien qu'interdire des trucs, ça marche pas. Mais bon, on en reparlera après. Mais du coup, vous pourrez me dire, il y a l'exemple inverse. Il y a le tabac et l'alcool. Ça tue beaucoup de monde, ces trucs-là. Ça a même un pire impact que les autres stupes au final, en tout cas à l'heure actuelle. Mais comme ça ne vient pas trop perturber la production, on s'en bat les couilles. Et en plus, vous en mourrez plus jeune. C'est rentable. C'est bénef, mon gars. Allez-y, bédavez, piavez. On paiera moins de retraite. Et c'est pour ça que la French était tranquille au début. Consommation locale. Pratiquement pas, hein. Ça n'existait pas dans les années 60. Les gaullistes et le général de Gaulle disaient si on empoisonne les Américains, ça ne nous dérange pas. Bon, dès qu'on était intervenu avec des moyens qui n'étaient pas des moyens extraordinaires, mais enfin des moyens quand même, bon, ils ont été décapités en l'espace de 4 ou 5 ans, quoi. Ce qu'il faut retenir, ou là où je veux en venir, c'est que l'État ne s'intéresse vraiment qu'à arrêter le commerce d'une drogue que lorsqu'il y a trouble à l'ordre public. Pas de bordel, moins de moyens pour la police. Et finalement, ça reste un commerce. Illégal, mais bon, ça c'est qui décide quand ça l'est. Mais un commerce quand même. De plus, c'est bénéf pour eux. Ça garde les jeunes de quartier calmes, car l'argent rentre et au pire, ils se tuent entre eux. Et ça fait des travailleurs dociles, car ils ont de la drogue pour supporter le quotidien et retourner bosser. Il y avait quelque part une sorte de paix sociale. Ça dynamise aussi l'économie locale. Tant que l'usine Afrique fonctionne, allez-y, droguez-vous. D'ailleurs, les critiques de l'interdiction des drogues disent que c'est cette interdiction elle-même qui finance le terrorisme. Car si c'était légal, faudrait chercher le fric autre part. Mais ce qui est bien pour l'État là-dedans, c'est de pouvoir diaboliser les mouvements en disant « Vous avez vu, c'est illégal ce qu'ils font. C'est du narcoterrorisme. » Mais actuellement, comment savoir si le pouvoir est vraiment en dehors du trafic? Et j'ai envie de vous dire, on s'en bat les couilles, car le trafic de drogue compte maintenant dans le PIB. Et finalement, quand tu laisses faire, t'es complice par ton inactivité, quoi qu'il arrive. Les entreprises de transport maritime, elles sont conscientes qu'elles transportent des drogues. L'État, qui est conscient de tout ça, ils savent que pour 1 tonne de saisie, il y en a 10 qui passent. Et il prend même des taxes sur ces transports et des impôts sur les entreprises de transport. Mais bon, ça c'est quand ils veulent bien payer. Et que ce soit de manière directe ou indirecte, le système du commerce mondial permet le trafic de drogue. Pourquoi les États n'investissent pas pour de meilleurs moyens, pour contrôler ou fouiller tous les bateaux, par exemple, je sais pas. Car ça ralentirait le reste du marché. Et même lorsqu'ils concentrent la force policière dans les passages par avion, etc., ça permet aussi de renforcer le monopole des grosses organisations criminelles qui peuvent passer par des bateaux ou des moyens plus sophistiqués, ou user de corruption. Que l'apprenti trafiquant qui fait passer des mules par des avions, c'est plus facile de taper sur lui et de faire des exemples, finalement. Bon, là, tu me vois comme ça, là, mais moi, je suis pas complotiste. Bon, merde, c'est ce que dirait un complotiste. Bref, je suis pas là à croire qu'il y a des mecs autour d'une table qui contrôlent le monde, qui font des plans ultra élaborés et tout. Mais ce que je crois, par contre, c'est que les élites sont profondément opportunistes, à se demander comment tirer profit de chaque situation qui leur vient, dans leur intérêt et pour conserver le pouvoir. Comme on l'a vu par exemple, dans leur alliance avec des criminels via le SAC, j'aurais pu parler aussi des mairies qui ferment les yeux sur ce qui se passe pour garder le pouvoir, ou de la politique des grands frères. Certains élus ont indiqué que selon eux, à court terme, les prochaines personnes influentes, y compris validées par le suffrage universel, seraient des gens impliqués dans le trafic de produits stupéfiants. Voilà, la politique plus fort que l'argent. Voilà le vrai business qui gagne toujours. C'est la politique. Voilà, les voyous ont compris que l'impunité, c'est la politique qui l'a. Donc voilà ce que dit le reportage. Mais en fait, les voyous ou les descendants de voyous sont déjà peut-être en politique. Ils sont déjà peut-être dans les hautes sphères. Et les fils de colons, ils sont où les fils de colons? Voilà, tout se répète. Ou autre piste, pourquoi les gouvernements qui disent vouloir faire la guerre au trafic de drogue laissent prendre autant d'ampleur à ce marché? On va le voir juste après. Mais tout ça, c'est pour le Doro avec lui pour bébé. Comme P. Il veut faire la Doro party dans mon cul. Et moi, j'en ai marre, je veux pas qu'on bouillave. Moi, je vais faire la révolution pour échapper à la Doro party. Et donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis des sources en description. Et sûrement avec un lien Google Forms, ça a trop de sources, enfin bref. Dans les gangsters de la République, par exemple, on comprend par exemple comment Marbella est devenue ce qu'elle est. Donc je vous laisse aller voir, voilà. Bon, du coup, j'ai énormément parlé, mais tout ça, c'est pour vous dire que, en fait, la morale autour du narcotrafic, la drogue, c'est mal, voyez, c'est quand ça les arrange. Et au-delà de tout ça, la morale qu'on essaie de nous imposer autour des drogues, qu'en gros, il faut bien se comporter, ne pas tomber dans le deal, c'est aussi un confort bourgeois. Je m'explique. Parfois, t'as pas 1000 perspectives d'avenir devant toi. T'as pas 10 000 choix.
T'es pauvre, t'es le dernier de la classe, t'es nul à l'école, tu sais que tu vas finir dans un travail d'esclave, parce que le système scolaire, c'est de la merde. Même les profs te disent que t'es une merde. Alors tu fais quoi? Eh bah, le système, grâce à ce que moi j'appelle la fabrique de l'espoir, laisse un chemin exister. Un chemin qui, en plus, t'éloignera de la volonté de vouloir un changement de système et de vouloir une révolution. Ce chemin, c'est la street. Voilà, ça va nous permettre de parler des dealers, des narcos, etc. Et de tous ces gens qui se sont dit, les dés sont pipés, j'ai pas de thunes, alors le système, je vais pas le changer, je vais le bouillave et je ferai tout ce que je peux pour sortir du trou. On va se demander pourquoi cette route existe, pourquoi ce chemin est laissé comme ça. Tu l'as vu dans ton quartier, à la télé, tu l'as vu au cinéma, tu l'as vu dans la musique, et tu t'es jamais posé la question pourquoi. Avec les moyens actuels, les États peuvent arrêter et tuer qui ils veulent sur la planète quand ils mettent les moyens. Tu crois vraiment que ce serait si compliqué que ça d'arrêter les narcotrafiquants? Mais que se passera-t-il si on arrête tous les narcotrafiquants? D'autres les remplaceront, oui, mais partons du principe qu'on arrête le gros du trafic. Et tous ces gens qui vivent du trafic, que vont-ils faire quand ils auront plus rien à vendre, quand ils auront plus d'espoir? Plus rien à vendre dans les quartiers, plus de plan B, plus de chemin de secours, plus moyen de tricher, obligé d'aller trimer dans un taf de merde pour 1400 balles. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu coupes la tête du roi, tu fais la révolution. Et ça arrange pas les États. Bref, l'espoir que te donne le trafic, en vrai, c'est quoi? De faire de l'argent, de sortir de la merde, prendre ta revanche contre le système, et aussi sur les autres autour de toi. Ça donne un sens à ta vie, ça permet de sentir que tu te bats, et c'est normal. T'as pas envie d'être là et de te laisser faire, de faire pitié, t'as envie de te battre. Et au-delà de ça, prendre aussi une revanche sur l'école. Je fais une parenthèse, mais parfois, c'est souvent le premier endroit où on t'a expliqué que t'étais une merde. Que t'étais pauvre et que t'étais voué à faire un taf pénible parce que t'avais des notes de merde. Et ça parce qu'il n'y a pas eu papa, maman pour t'aider à faire tes devoirs. Et sachant ça, t'as quand même des gens qui ne comprennent pas pourquoi certains essayent de brûler des écoles pendant des émeutes. Après la mort de Naël, par exemple. Bref. Et surtout, le trafic te vend un potentiel liberté. Tu vas croire que tu vas pouvoir faire ce que tu veux, t'acheter ce que tu veux, vivre la grande vie là, avec le jet ski à Dubaï, oui. Être ton propre patron, avoir un train de vie bourgeois finalement. Mais bon, ce que j'ai dit avant, c'est des croyances qui ont plus ou moins de sens. Mais être son propre patron, ça c'est le point que j'ai jamais compris parce que... Que penses-tu? Ne pas bosser sous la coupe de quelqu'un, mon cher neveu. Tu sais quoi? Je vais t'apprendre un truc. Tout le monde rend des comptes à un supérieur. Et moi, je rends des comptes à un mec qui a peut-être fait disparaître mon père et qui nous fera la même chose si on vend pas son produit. Je sais pas pour vous deux, mais moi j'aimerais vivre assez longtemps pour profiter de ce que j'ai bâti. Alors à partir de maintenant, je veux plus entendre parler de mes tarifs. Vous avez envie de vous barrer? Faites-le, mais essayez pas une seule seconde de venir foutre la merde dans mon bise, parce que je vous préviens, je serai prêt à tout pour protéger mes intérêts. Pour continuer, pourquoi l'image du dealer est devenue cool? Quelle est l'image qu'on te vend du trafiquant? Eh bien, c'est une image viriliste. Et c'est logique. Le trafiquant évolue dans un monde rude, de compétition constante. C'est la loi du plus fort. Que ce soit par la force physique, ta capacité de violence et tes armes, la force économique, avec l'argent ou en ayant le meilleur produit, et aussi ta force sociale, par le respect ou la peur, en fin de compte, la réputation qu'on te voue. Mais aussi par le groupe et tes relations. Tu traînes avec qui? Tu connais qui? On te vend ici une image de rebelle qui rejette le train de vie classique. Et c'est normal, ça pue la merde. Et qui rejette quelque part l'esclavage moderne du métro boulot dodo. Tant mieux. Bah oui, qui a envie de la petite maison de merde avec le chien et les gosses? Non, 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 il me faut le jet ski à Dubaï, il me faut le jet ski à Dubaï, il me faut le dernier gamos. Il me faut le dernier gamos. Et pour toutes ces raisons, le trafiquant s'incarne dans une image, dans une esthétique. Il s'habille, il marche, il travaille sa gestuelle, il va piocher dans des films, il achète même du faux. Enfin, juste cette casquette, les gars. Avec cette casquette, c'est pas 50% de chance en plus de se faire contrôler? C'est un item de fou, ouais, c'est un item de fou. Du coup, tout ça pour devenir une sorte de cliché, de produit de ce que devrait être un dur, un thug, dans le pays dans lequel il est. Et qu'on l'associe à tout ça. Et on le voit bien ici en France. Le rappeur qui se veut être le cliché de la street, sa DA, on l'a vu partout dans nos quartiers. Elle nous parle direct. Même dans les interviews. Et je parle pas que des rappeurs, mais on voit bien que ces gens, ils aiment se mettre en scène. Mais derrière cette image qui est vendue, et je dis bien vendue parce qu'il faut pas croire, tous ces modèles, par exemple, de marques, de bijoux, ça s'adresse aux nouveaux riches ou aux pauvres, qui cherchent à se distinguer avec des trucs voyants, en disant « Eh, moi j'ai du LV, j'ai du Gucci ». Et cette image du narco que tu retrouves dans plein de visuels, bah, par exemple, dans les films de la pop culture, les personnages principaux, ils vont jamais remettre le système en question. Tu sors jamais de Menace to Society, de Scarface, de Boys in the Hood, avec l'envie de changer le système. Ça continue de faire le jeu du système. Du coup, derrière cette image qu'on te vend comme perspective de vie, de plan B, qui peut sauver ta famille, et c'est vrai, hein, même des quartiers entiers, si les gens sont vraiment en grosse culture de l'entraide,
Mais pendant combien de temps? Ça, c'est un autre débat. Et bah, derrière ça, on cache une vie difficile, ultra précaire. Hein. Si tu peux plus bosser, bah, exemple, si t'es malade, il n'y a pas de sécu, mon vieux. Il n'y a pas d'osé qui rentre, il n'y a pas de retraite. Tu vas sûrement passer en plus par la casse-prison. Et c'est aussi une vie de chacun pour soi, de rapport d'intérêt et d'argent dans les relations. Enfin, des relations capitalistes, comme dans le reste de la société, finalement. Exemple, quand on n'a plus besoin de toi, c'est ciao. Et c'est aussi une vie d'addiction, car au même titre que le reste de la société, être pauvre et précaire constitue un des 4 axes de la banalisation addictive. La vie dehors, c'est aussi des rapports violents, parfois de fausse solidarité. Quand t'as de l'argent, t'as les contacts, il y a tout le monde. Mais quand t'as plus rien, il n'y a plus personne. Bref, il y a finalement beaucoup de points communs avec la vie en général et d'autres types de vie comme celle des artistes et des footeux, etc. Mais ces dynamiques-là, pour moi, elles se cristallisent beaucoup plus dans ces vies en marge de la société. Et c'est normal. Vous imaginez, vous, des pauvres qui se mettent à boire du fric? Il y a de fortes chances pour que ça parte en couille. Moi, quand j'avais pas d'argent, frérot, je croyais que j'étais pieux. Mais j'avais juste pas l'argent d'aller en boîte. Quand t'as d'argent, tu peux avoir toutes les drogues du monde, toutes les meufs du monde, tu peux sortir tous les soirs. C'est une épreuve de fou d'avoir de l'argent. T'es éprouvé en amitié, t'es éprouvé en foi, t'es éprouvé avec tes problèmes de famille. Vas-y, viens, je te donne 1 million d'euros là maintenant, frérot, tu vas tomber dans la C. Frérot, c'est obligé, frère. Tu vas commencer à tomber dans les trucs bizarres, frère. Et avant de parler des profils qu'on retrouve dans le trafic, adopter cette vie, c'est aussi s'exposer à beaucoup de problèmes de santé mentale. Bah ouais, l'ancien du PMU, tu crois qu'il a serré comment? Ah oui, c'est chaud dehors, c'est chaud. Alors surtout, il y a la dépression et d'autres problèmes de santé mentale qui sont finalement pas trop suivis. Il y a tout ce qui peut découler de la consommation d'alcool et de stupes. Le doré, il veut fumer le doré. Il y a l'isolement social, mais aussi familial, car il y en a qui vont préférer plaire à leur groupe de potes plutôt qu'à leur famille. Il y a les aléas en prison, la vision des proches qui change aussi. Et tu vois la mort, hein, t'es vu comme un échec. Et quand tu réussis, tu vois l'hypocrisie des gens. Tu vois des proches qui voulaient plus te parler, qui viennent pour te demander des services ou de l'argent. Tout ça pour dire que même quand tu réussis, ça t'isole. Tu vois les gratteurs, les envieux, Nick la jaloux. Et il y a d'autres choses comme s'incarner en dealer, comme je l'ai dit avant, jouer ce rôle jusqu'à ce qu'il devienne soi, sans se voir changer, développer des tics de langage. Il y en a même qui sont prêts à mourir pour le quartier ou le groupe, tellement ils sont persuadés qu'ils n'ont plus rien à perdre. Tu dévalorises ta vie pour une chimère, et bah le jour où tu t'en rends compte, et bah c'est une sacrée claque. Parce que en vrai, le vernis que tu t'es créé, bah t'en avais pas besoin. Et surtout, une fois que tu t'es habitué à ce train de vie, à se sentir puissant avec tout cet argent, à te dire ça y est, je nique le système, je nique le système. Comment revenir à une vie normale, sachant que la prison ne te réinsère pas dans la société? Tu crois vraiment que des mecs capables de gérer des rintés, des logistiques internationales ou même de faire le guetteur peuvent facilement retourner à un métier de caissier chez Carrefour? Comme ça, après un passage en prison? La prison, c'est juste une punition bête, méchante et traumatisante. Actuellement, elle ne change rien, elle n'améliore rien. C'est 63% de récidive, et encore, c'est ceux qui sont chopés. Si au moins on pouvait reconnaître les compétences acquises de ces personnes, je sais pas, dans le marketing, dans l'organisation, dans le commerce, bref, les orienter de la bonne manière. Leur donner d'autres espoirs que le trou dans lequel ils sont. Enfin bon, parfois un trou bien doré, hein. Mais autre chose que balayer les rues, quoi. Et peut-être qu'on réhabilitera un peu plus de monde. Mais bon, réhabiliter des gens dans le système actuel qui est merdique, bon, j'y vois pas le sens, mais bref. J'ai dit tout ça, finalement, pour qu'on ait un peu d'empathie et que l'on comprenne les mécanismes qui font que on devient une racaille. La pauvreté. La pauvreté. Mais comprendre ne veut pas dire excuser, et je ne suis pas dupe. Ça ne veut pas dire non plus déresponsabiliser les actes individuels. On n'est pas là pour chouiner. Oui, on est pauvre, alors on deal. Non, qui t'a dit de mourir pour le rinté? Personne. Qui t'a dit de tuer pour le rinté? Qui? Et parfois, j'en viens à me dire que les bourgeois et les trafiquants sont finalement la face d'une même pièce. Bon, perso, pour moi, les dealers sont de meilleurs entrepreneurs, hein, mais bref. C'est juste qu'ils n'ont pas bénéficié de l'argent de papa. Bref, quelque part, les deux sont des commerçants. Ils ont un peu les mêmes envies d'argent. Deux fantasmes d'être le boss, le gagnant, et parfois le même mépris pour les gens normaux, ou ceux qui gagnent moins qu'eux. Et aussi parfois les mêmes comportements. Exemple, envers des employés, des concurrents ou des opposants. L'un va utiliser une violence ou une menace physique pour faire pression, l'autre des moyens judiciaires, procédures bâillons, économiques, des licenciements, ou même médiatiques, avec la diffamation. Bah oui, tous les moyens sont bons pour faire du fric et garder sa position. Ma dernière question autour de tout ça, c'est est-ce que l'argent fait ressentir les potentielles merdes qu'on est en nous? Ou est-ce que l'argent corrompt? Ou on était déjà des fumiers? Combien te disent de base je voulais faire ça pour que ma famille soit bien? Bon, c'est des belles paroles. On le fait aussi pour soi-même, par revanche, par ego. C'est individuellement que tu prends ta décision de continuer dans le trafic. Même si c'est pour ta famille que tu te sacrifies, qui t'a dit de le faire? Personne, c'est toi. Comme partout, il doit exister une fin heureuse pour le trafiquant, mais pour combien de sacrifiés? Imaginez le nombre de gens et le poids de l'échec de tous ceux qui ont brisé leur famille et leur vie, ou peut-être celle des autres.
Et la cerise sur le gâteau, c'est que tout ça sert le système. Ça permet de justifier la police. En fait, les trafiquants sont une bonne excuse pour passer des lois qui permettent le contrôle de la population. Ça crée un ennemi politique. Une cible facile pour les médias et les politiciens. Vous tentez de survivre, mais on vous transforme en grand méchant qui sert un discours. C'est la même chose qu'avec les migrants. Pose-toi la question, pourquoi en France c'est plus facile de taper sur le dealer que sur le pédophile, parce qu'on n'a pas le droit de dire le mot, les auteurs de violences conjugales, les violeurs, alors que qui fait le plus de mal? Bon, c'est pas français, mais tu m'as compris. Mes petits hors-la-loi commerçants, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu tenter la révolution que de servir les projets de Macron, de Hollande, de Sarkozy et de tous ceux qui les ont précédés depuis 40 ans. Même si, comme on l'a vu avec les gars comme Du Cheng, les mecs qui s'intéressent à l'argent, ça trahit le peuple. Tout a un prix. Combien pour tabasser ton voisin un peu rebelle? Combien pour renverser mon scout? Non, c'est pas... Je vous rassure, le scout va bien. Bon, à qui on vend ce modèle de réussite, ce plan B? Qui sont les trafiquants? Bon, en France comme dans le monde, évidemment, ce modèle, c'est les pauvres, et plus particulièrement les jeunes de quartiers populaires qui y sont le plus réceptifs. Wow, putain... C'est surprenant, ouais, incroyable, quelle info. Mais pas seulement, ce plan B est bien répandu dans la société. Comme dirait le mec de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, partout, tout et tout le monde. Bon, lui, je crois qu'il disait plus pour les drogués, mais j'aimais bien la phrase. Et on retrouve tout le monde dans la société. Du marin pêcheur qui fait passer des kilos, aux jeunes qui s'en sortent pas à l'université, mais aussi de l'ambassadeur aux vieux de 80 ans. Tout le monde peut en être, même le geek dans sa chambre. Comme par exemple Shiny Flex qui, depuis sa chambre, vendait de la drogue dans le monde entier. Et je vais me répéter, mais finalement, c'est qu'un commerce. Même si finalement, les gens vivant dans les quartiers pauvres sont plus représentés, car c'est là où se concentre le plus de pauvres et d'opportunités illégales. Du fait que le marché soit déjà là, tu arrives au quartier, le rinté est déjà là. En plus, les grands t'influencent à y aller, et ben il faut pas oublier que ce commerce atteint tout le territoire. Il y a des pauvres partout. Incroyable. On retrouve de la drogue partout sur le territoire français. Normalement, il y a une carte là. Ils sont là. Dans les campagnes, les villes, sur les réseaux sociaux. Bon, sans vouloir abuser, à toujours accuser le système. C'est le capitalisme, c'est la faute du capitalisme. Que c'est pas normal dans un pays où le SMIC te permet tout juste de survivre, que tout le monde pense à tricher. Comme dirait un grand philosophe, oui, se lever pour 1002, c'est insultant. Bon, maintenant c'est 1004, mais waouh, vu le prix des courses, bon. C'est incroyable, c'est sensationnel. On devrait tous se lever pour aller choper l'argent de Bernard Arnault ou changer le système. Car pour moi, le plus insultant, c'est pas de gagner 1002, c'est de continuer de se lever pour des miettes. Et là, je vois venir le drottard qui vient me dire « Ouais, c'est pas une excuse, y a pire ailleurs !» Fils de p... Ah, tu crois que c'est bien, du coup, mes cousins au bled qui passent toute l'année à se laver avec un seau? Et tu crois que c'est carré? Qu'il existe pire ailleurs, ça veut pas dire qu'on doit arrêter de demander mieux. Et toi, on te donne le SMIC et tu veux arrêter de te battre. Espèce de lâche, passif, fumier. C'est ta faute si je suis bilanculade, c'est ta faute, c'est ta faute. Je sais que je pourrais me replacer. Bon, là, on a dû mettre la combinaison. Il y avait trop de moustiques. Bon, maintenant, on va se demander l'utilité ou l'inutilité pour l'État actuellement de légaliser, par exemple, le cannabis. Donc, on a vu que le trafic illégal, en général, permettait de te tenir occupé et de te maintenir à l'écart de la société. Pour que tu te rendes compte de l'ampleur, une étude de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice estimait en 2016 que 230 000 personnes travaillaient dans le trafic de cannabis pour un marché estimé à 1 milliard. Et on parle que du cannabis, hein. On parle pas des autres réseaux. Donc, imaginez le risque pour l'État de légaliser et les potentiels conflits entre dealers tant que ces travailleurs n'ont pas changé de marchandises, tant qu'ils n'ont pas transformé leur marché. Et autre chose, vous pensez vraiment qu'un État qui n'est pas capable d'avoir suffisamment de lits pendant le Covid va réinsérer 230 000 personnes? Après, je suis peut-être trop pessimiste. Un peu trop. Et ils iront où tous ces gens? Dans un taf normal? Mais bref. Par contre, copier-coller le Portugal en décriminalisant, ou c'était dépénalisant la consommation de drogue. Ce phénomène ne touchait pas seulement les gens des bidonvilles. C'est quelque chose qui a traversé l'ensemble de la société portugaise. Ça a touché les classes moyennes, les classes aisées et même la classe politique. Il n'y a pas une famille portugaise qui n'a pas été touchée par les problèmes de drogue. Donc, notre approche a été de travailler avec la société dans son ensemble. Et notre démarche était basée sur l'idée que cette crise est un problème de santé publique, un problème social, bien plus qu'un problème de criminalité. Ça ne sert à rien d'aller chercher les jeunes et de les mettre en prison. Ça ne réglera pas le problème. Il faut valoriser cette génération. Il faut l'aider à se libérer de ce fléau pour devenir utile, pour construire un nouveau pays.
Et en ayant une meilleure prise en charge, déjà ce serait pas mal. Grâce à la prévention, ils sont passés de 8% à 2% de gens sous coca. Et ils aident même les drogués à ne pas être dans la rue. Ils payent jusqu'à 80% de leur loyer. Alors rien qu'avec une loi comme ça, des trucs comme Porte de la Chapelle, ça n'existe plus. Alors pourquoi le pouvoir français s'entête dans une solution qui ne marche pas? La répression coûte cher, elle coûte 400 millions d'euros. Pour au final choper en majorité que des consommateurs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde. Toute substance illicite confondue, seule une minorité des condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants concernait en 2015 les vendeurs, 4%, ou les transporteurs, 12%. Pour les trafiquants, la proportion est encore plus basse, 2% seulement des condamnations. Donc c'est que dalle, c'est que dalle. Et donc la politique actuelle ne marche pas. Et pour ceux qui parlent de légaliser par exemple toutes les drogues, c'est un pansement. Et c'est un pansement de merde en plus. Ok, ça permettrait de récupérer des impôts, d'investir dans la prévention, etc., etc. Ce qui est bien, hein. Mais tu crois qu'ils vont laisser les milliards du PIB de la drogue aux frérots des quartiers? La pauvreté sera toujours là. Et on fera quoi de ce qui reste? Ça sera de faire pire, de vendre pire. Et je vais pas redire ma solution, je vais m'autoriser un peu de pessimisme. Encore du pessimisme. Car vu comment la police devient forte contre la contestation, ça sera sûrement pas la révolution. Ça sera sûrement l'esclavage pour tous. Voilà, bientôt tous à l'usine les frères, tous à l'usine. Voilà, l'esclavage pour tous, pas de révolution. Bon, comme si ça allait changer de maintenant. RDV le 10 septembre pour me donner tort. Que ce soit sur le Rinté ou à l'usine, on est et on sera tous au charbon. Mais bon, il y a plus de fric sur le Rinté. Hein. Et chez le moustique. Je me coupe les cheveux là, c'est plus possible. Allez. Bon, avec tout ce que j'ai dit, j'espère que au moins tu penses à peu près comme moi que la drogue, le trafic, achète la paix sociale. Que ce soit pour les dealers ou les consommateurs, ça les garde tranquilles pour l'État. Et au-delà de ma solution secrète, comment faire pour lutter contre tout ça? Alors évidemment, il y a la solution du flemmard pour que le système change, c'est de voter, mais tu laisses vachement le poids du changement de système à d'autres, et pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop marcher. Hein. Ensuite, il y a être conscient que, ok, les drogues, tu te fais plaisir avec, mais que l'addiction sert le pouvoir. Et ta passivité, même s'il n'y a pas vraiment besoin de drogue pour ça, c'est aussi dans son intérêt. Il faut se rappeler que notre sobriété s'oppose à l'injonction permanente à être toujours performant, à être toujours au top. Pour rappel, il y a des gens qui se droguent pour tenir le rythme au travail. Et aussi pour supporter le mal-être. Mais il faut s'autoriser à être triste. Ok, un petit verre, ça peut faire du bien, mais se noyer dans l'alcool, c'est fuir ses émotions. T'es une bombe à retardement et un esclave bourré, ça fait peur à personne. Aussi, une piste pour se libérer des injonctions à la drogue, ça serait d'investir des activités où, par exemple, on n'est pas obligé de boire de l'alcool. Et oui, je dis une banalité, mais c'est surtout pour montrer que la fête, ça devrait pas être forcément un lieu qui est toujours lié à de l'alcool ou autre. Pourquoi quand je vais voir mes potes franchouillards, faut qu'on fasse un apéro où ça s'envoie et tout? Là, assis à se faire chier, bon, ok, on discute, mais on peut faire autre chose, merde, 90% du temps, même... Par exemple, quand on va faire une autre activité dans l'après-midi, il faut terminer par aller en bar, en terrasse, prendre l'apéro, faut qu'il y ait de l'alcool, faut qu'il y ait autre chose. Je sais pas, venez on fait une balle aux prisonniers ou une autre activité accessible à tous. Je dis de la merde, hein, mais voilà. En fait, il y a trop le truc que le taf c'est chiant et du coup, faut que je réussisse mon week-end. Et le réussir, du coup, c'est se mettre une caisse. Voilà, je prends l'exemple de l'alcool, donc mes potes musulmans me diront oui, moi je bois pas, donc voilà, mais faut avouer que la fête, c'est toujours un peu lié à ce truc-là, d'alcool, voilà. En fait, ça prend trop de place dans la vie, et surtout dans la vie festive. Donc je pense qu'une des pistes déjà pour se libérer des injonctions à la drogue, c'est de se réconcilier avec le fait que tu peux déconner en étant sobre, et même faire des conneries, même si dans la réalité, t'as pas d'excuses. En parlant de conneries ou de choses plus graves, surtout l'alcool, c'est pas une excuse pour faire des violences. Et d'ailleurs, l'alcool, on le retrouve aussi trop souvent dans les cas de VSS. Comme selon une étude de 2024 sur le site de l'État, plus de la moitié des violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant impliquent une consommation d'alcool. Bon, je vais dire un truc qui sera peut-être perçu comme validisme, mais bon, tous ceux qui ont été bourrés, venez, on arrête de mentir, on se contrôle en vrai. Et si t'arrives pas à te contrôler, je suis désolé, tu ne bois pas. Et si tu te sens obligé de boire, c'est désintox, mon vieux, ça dégage. Bon, aussi, il y a les trucs malaisants comme les trucs virilistes, là, où faut être une grosse caisse, genre. Waouh, trop cool, trop cool. Super, le concours du plus drogué. En plus, c'est mieux d'être une petite caisse en vrai. Si avec un verre t'es déjà dans les c'est bénef. Mais voilà, vous avez compris l'ambiance du moi je tiens du à l'alcool, génial. Génial la perf, t'es un drogué. Et je dis pas que c'est interdit ou c'est mal de se droguer, juste qu'il faut supprimer ou baisser les petites voix qui te disent de le faire. Parce que la société te le demande. Fais-le pour toi si t'as envie, mais n'obéis à personne. Et il faut arrêter avec ces imaginaires. Non, t'es pas cool quand tu bois. Non, l'alcool c'est pas cool.
D'ailleurs, ça coûte 102 milliards par an parce que vous savez pas boire. Sans oublier que les espaces de tentation, où il y a des drogués, il y a de l'alcool, il y a des alcoolos, sont vus comme plus dangereux, ce qui exclut des personnes de venir s'amuser. Genre les femmes enceintes, les personnes fragiles, les enfants, les personnes avec un handicap, les personnes malades. Également les personnes qui souhaitent décrocher, car il n'y a pas assez de discours pour dire qu'on peut s'amuser sans tout ça, et sans que ces lieux-là deviennent des lieux dangereux pour eux ou sales. Et il y a des exemples où ça se passe plutôt bien, genre les barbecues ou les mariages. Dans ces fêtes-là, il y a tout le monde. C'est festif et ça devient pas forcément le bordel. Et les gens arrivent plus ou moins à se tenir. Est-ce que ça serait pas sympa que ces moments-là puissent se multiplier et surtout être un peu plus ouverts et que ça dépasse le cadre familial ou amical? Et est-ce que c'est pas pathétique de considérer que le seul moyen de t'amuser, c'est en te droguant? À quel point t'es devenu un esclave pour considérer que le seul moyen de t'amuser, c'est en buvant de l'alcool ou en prenant autre chose? Trop bien, tous tes souvenirs heureux, t'étais défoncé. Bon, je vais sortir un peu du sujet, mais tu t'es jamais demandé pourquoi la société préfère que ces fêtes-là se passent le soir? Pourquoi c'est forcément plus cool le soir, la nuit? Eh bien, c'est parce que ces fêtes-là ne rentrent pas en concurrence avec le travail, avec la production. Bon, exception pour les pots de départ, mais vous m'avez compris. Les after-work. Moi, je pense qu'il faut se réapproprier beaucoup de moments de vie et ne pas se laisser guider par les petites musiques qui viennent te dire « Ah, avec l'alcool, c'est mieux. Le soir, c'est mieux. Quand tu payes, c'est mieux. » Voilà, faut réduire le temps de travail. Ah putain, j'ai ma banane au milieu, c'est dégueulasse. Attendez. En plus, la nuit, ça pue la merde. Tu dors mal et après, t'as une santé de merde. Et est-ce qu'il n'y a pas un monde où être sobre, c'est plus amusant que quand on s'enivre? Et je me répète, je dis pas de pas le faire. Moi-même, je bois. Beaucoup. Mais tu peux t'amuser autrement. Et surtout, dans la vie, tu l'as déjà fait. Et on l'a déjà tous fait. Et là, tu vas me dire, hein, comment ça? Bah, quand t'étais plus jeune, tu te droguais pour jouer ou pour vaincre l'ennui? Est-ce que tu payais pour t'amuser? Voilà, recréons des espaces d'amusement. Et pas forcément des trucs payants. Bah ouais, c'est chiant, dès que tu sors, quand t'es un adulte, il faut payer. Tu veux faire du sport, tu payes. Tu vas dans des clubs de sport, tu payes. Et en plus, ça ferme le cercle, parce qu'il y a des discriminations économiques aussi là-dedans. Pas tout le monde peut se payer un abonnement à 60 balles. Voilà, créons des choses un peu plus ouvertes. Pourquoi jouer à poule renard vipère, c'est plus devenu acceptable? Pourquoi l'amusement gratuit, et même je vais abuser sain, c'est réservé aux gosses? Putain, t'es adulte, c'est chiant, tu t'amuses quoi dans des bars? Assis? Bon, moi au moins je vais danser. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et même le sport, on le fait plus en s'amusant. Tout est compétitif. Il y a une culture de la performance tout le temps. Pourquoi en devenant adulte, tout ça, ça devient une corvée? Et dans toute cette méta-là, moi je pense que les pires individus, c'est quand même ceux qui vont à la salle, là. Genre les mecs comme Thibaut InShape, là, mais quelle activité de log docile. Bref, avant, quand on voulait faire de l'escalade, je sais pas, on grimpait aux arbres. Mais toi, tu montes sur des murs avec Mélissandre et Charles-Henri dans des salles climatisées, où t'as payé 20 € en plus. T'as l'esclave. Bref, les fêtes sobres, putain, même le mot, il pue la merde. Tout est fait pour que ce soit chiant. Chaque année, il y a des gens qui ressortent des concepts comme des sober rave. Bon, c'est Boboland, hein. Mais il vous reste plus qu'à y aller pour changer le public ou inventer votre propre concept et qu'ils prennent de l'espace dans l'inconscient collectif. Et bref, ça reste que quelques pistes, quelques idées. Mais en reprenant ce territoire sur nos vies, tout ce qui est du côté social, et ben finalement, à la fin, il restera plus que le côté économique. Et ça, j'ai ma solution. Bon, du coup, avant de conclure, je voulais revenir sur un truc que moi j'aime bien dire, là, la fabrique de l'espoir. J'aime bien me dire que quand t'arrives dans ce monde, on te scamme, on te met plein de rêves dans la tête. Il y a du vent de ouf. Voilà, et la vérité, c'est que l'État te scamme. L'État te scamme pour assouvir sa domination. Oui, t'inquiète, travaille à l'école, t'auras une belle vie, ouais, voilà. C'est que les adultes, ils participent à cette mascarade. Voilà, filme les feux d'artifice. Et y en a plus. Mais grâce à l'espoir... Oh putain. Mais ce qui est bien, c'est que grâce à l'espoir que la société te vend, tu vas pouvoir avoir le luxe d'être malheureux toute ta vie. Tu vas courir derrière un nouveau travail, un nouveau voyage, une nouvelle voiture, un nouvel objet. Voilà, cours. Oublie que t'es dans ta roue de hamster. Vas-y, crois. Voilà, le mot important, c'est croire. Regarde, filme, enlève la lumière. Voilà, croire. Voilà, faut croire. Donc le mot important, c'est croire. Et après l'espoir, il y a la fabrique du déni. Voilà, va en dépression, crois que tu aurais pu être autre chose. Crois que tu aurais pu être autre chose qu'un esclave du capitalisme. La plus grande drogue que le capitalisme utilise avant le sucre dans l'agroalimentaire, c'est l'espoir. L'espoir est la plus grande des drogues. L'espoir, c'est un des plus grands outils du capitalisme pour vous contrôler. Vous faire croire qu'un jour, vous pourrez avoir telle ou telle vie. Pour vous éloigner de la volonté de vouloir changer le système. Dernier point, et j'arrête. Bon, ok, tu vois mes claquettes chaussettes, mais on s'en fout. N'oublie pas que t'es né aléatoirement sur la world map, appelée Terre. Tu ne mérites rien de plus que les autres riches ou les autres pauvres. Et tu penses pas que le mérite, c'est un concept qui normalise le système? Est-ce que tu penses pas que c'est pas juste là pour vous contrôler et justifier que si t'es une merde, c'est normal et que c'est un peu ta faute, non? Voilà, accepte que t'es une merde, accepte.
Et même si tu réussis, entre guillemets, ta vie, car réussir sa vie, c'est quoi finalement? Il existe le biais du survivant. Pour que tu sois là et que tu te dises, et que tu dises aux autres, oui, moi j'ai réussi grâce au travail, j'étais plus intelligent que les autres, etc. Et donc ce biais-là aussi, c'est un gros poison. Ok, t'as réussi, t'es passé par plein d'épreuves, ok, c'est bien mon garçon, t'as été un bon toutou, Non, ça c'est un geste, je peux pas. Mais tous les autres qui ont échoué, on en fait quoi? Et là, faut que je me mette debout. Faut que je me mette debout sur la rambarde. Voilà! Pour l'instant, le système gagne quoi qu'il arrive. Se droguer te rend passif et vendre de la drogue te rend malléable. Finalement, une société anxiogène fabrique du mal-être et de l'addiction. Bon, cette fois, on conclut pour de vrai. Alors, on va lire une petite phrase de Frédéric Douglass. Lorsqu'un esclave était ivre, son propriétaire n'avait pas peur que celui-ci cherche à préparer une insurrection. Il n'avait pas peur que celui-ci veuille s'échapper vers le nord. C'était l'esclave sobre, à l'esprit clair, qui était dangereux et la vigilance du maître était nécessaire pour le maintenir en esclavage. Tuez-moi! Tuez-moi!